Bref. Mais Ok, bon, c'est un gros signal très très cool. bullish en tout cas sur le truc. Ouais, J'ai mais hâte de grave. voir la réponse de Sotheby's sur cette action de Christie's, mais ils sont en train de cooker quelque chose derrière, c'est sûr et certain. Sotheby's, il y a des mecs, c'est des mecs qui sont hyper talentueux à l'intérieur. On dirait que c'est genre Heisenberg et Jesse Pinkman dans leur Toujours, petit, toujours. tu vois. Non, en vrai c'est ça, hein, ils travaillent dans l'ombre Ouais, mais grave. et à un moment donné ils te sortent une bombe et du coup ça donne un signal assez fort malgré Ouais, c'est l'article de Bloomberg. Ça construit quoi. Ouais. Voilà pour Sotheby's. Tous ces gens-là ont construit parce qu'ils ont déconstruit. Si on fait un mapping, on prend les deux extrêmes, il y a 660. Donc tu peux aller regarder sur le site, en fait tu peux posséder un moment iconique des anciennes Coupes du Monde. Il y a un lien évident, intuitif entre ça, entre le milieu des cryptos, le milieu du gaming. En atterrissant, j'ai vu que mon voisin checkait sur Magic Eden, tu vois, le prix des dégâts. Au final, un punk, tu vois, ça se traite toujours à 100 000 dollars aujourd'hui. C'est une espèce d'alternative au concept, ce qu'on disait du soulbound token. Tu prends ce ape, tu vas dans un magasin, tu le montres au mec, tu as tout. Hein. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Mint & Drink. Je suis avec Devac aujourd'hui comme d'hab. Comment tu vas, Devac ? Écoute, ça va super. Et toi, tu bois quoi ? Ouais, super aussi. Je vais donner à nouveau un indice auditif pour nos auditeurs. Devac, s'il te plaît, ne regarde pas ma vidéo, sinon tu vas deviner. Je vois dans tes lunettes là par reflet que tu me vois là. Vas-y, je regarde pas. Enlève. Je regarde pas. Il regarde. Attention. Je vois que tu me vois, Devac, tu as triché. C'est du thé ? Non, tu vois, même en trichant, tu n'as pas deviné. C'est une tisane. Ah, stylé. Bah ouais, en fait, en même temps, il est 21h, lundi 3 octobre. Ouais, il est 21h. Un peu tard. On est lundi soir, donc c'est normal. J'ai déjà pris une bière juste avant, une bière Oui. locale de mon caviste, justement, qui fait de la bière. La cave Libération à Nice. Trop bien. Et toi, Bah écoute, qu'est-ce que tu bois ? jus d'orange. Jus d'orange pressé. Non, en fait, je sais pas, en ce moment, je suis un délire de jus d'orange pressé. Je sais pas, ce week-end, j'ai commencé à m'en faire. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est la balle. Tu le fais toi-même ? Ouais. Je crois que le jus d'orange, c'est Ouais. important de le presser soi-même parce que sinon, tu perds plein de vitamines et de nutriments. Ouais, exactement. Qui, au bout de 30 minutes ou une heure, genre, les stats sont folles, hein, j'ai plus en tête, mais apparemment, tu perds la moitié des valeurs nutritives du jus d'orange au bout de 30 minutes après avoir pressé, quoi. Faut le boire tout de suite. Ouais, bah, je l'ai fait juste avant, là. Donc, t'inquiète, c'est encore chaud. Nickel. Là. Ça va peut-être pas tenir tout Nickel. le podcast, mais c'est là, Et c'est là. Si on parle très vite, on y arrivera. Allez, c'est parti. Du coup, on parle de ce qui s'est passé sur le marché des digital collectibles ou des NFT ou des tokens avec des images, vous les appelez comme vous voulez. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine ? On est toujours sur des volumes assez faibles, relativement faibles par rapport à ce qui s'est passé cette année. Yes. Maintenant, on continue à avoir des échanges qui tournent autour de 11 millions de dollars d'échanges par jour à peu près. On peut déjà parler du mois parce qu'on a clôturé le mois de septembre versus août. On est à août 528 millions de dollars échangés et septembre on est à 502 millions. Donc il y a une petite baisse quand même et la baisse elle a commencé depuis le mois de juin où on était à 695 millions après 528. Attends, on va la refaire. Je crois que tu as comparé juillet et août. Oui, en fait, pardon, je suis complètement... Ouais, j'ai dit la merde. Pardon. Donc déjà, les volumes des NFT sur OpenSea, la grosse marketplace, en termes mensuels, en fait, qu'est-ce que ça donne ? Mensuel, donc j'ai décalé d'un mois. Donc le mois d'août, on est à 502 millions. Le mois de septembre, on est à 348 millions. Donc, oui, significatif quand même, entre août et septembre. Ça continue à se calmer. En fait, c'est la tendance actuelle de, les liquidités sortent des assets risqués. Donc, en gros, les gens qui investissent de l'argent dans des actions, dans les cryptos, dans plein de choses, en ce moment, ils préfèrent retirer et rester en cash tout ce qui était investi sur des choses technologiques et risquées parce que tout ça baisse en ce moment.
Après, je pense il y a un autre effet que vraiment aucun article ne parle de ça. C'est la croissance de plateformes concurrentes, notamment Magic Eden, où tu vois que sur les 30 derniers jours, par exemple, Magic Eden, t'as un volume de 128 millions. Tu vois, en fait, 128 millions 128 sur les 30 jours, sur les derniers 30 jours. Donc en fait, tu ajoutes OpenSea et Magic Eden et tu te retrouves à peu près sur les mêmes volumes que août. Exactement. Et en vrai, je pense que tu as même plus parce que... Après, Magic Eden, c'était combien en août aussi? Peut-être que c'était quand même déjà pas mal. Il faudrait que je regarde. J'ai pas le chart en face de moi. Mais en fait, Magic Eden, tu as eu l'explosion avec des Gods et ce qui arrivait plus ou moins fin août, début septembre. Et après, t'as aussi, il faut pas oublier, on en parle depuis plusieurs épisodes, on parle de cette plateforme qui s'appelle X2Y2, où sur les 30 derniers jours, on est à 66 millions. Donc c'est pas anodin, c'est moitié moins que Magic Eden, mais quand tu compares justement tous ces volumes-là, forcément, c'est pas de l'argent qui arrive en plus dans l'écosystème, c'est juste des personnes d'OpenSea, donc des traders ou des acheteurs, des collectionneurs qui avaient l'habitude d'acheter sur OpenSea des collections sous Ethereum, commencent à explorer d'autres plateformes, d'autres protocoles, et donc voilà. Et malheureusement, il y a eu un article d'ailleurs récemment, je sais pas si tu l'as vu, de Bloomberg, qui disait que 97%, il y a eu une chute. Donc en fait déjà c'est un peu mauvais en fait l'article comment il a été dessiné, mais ils ont pris le pic de janvier, le pic de janvier, je crois que c'était 1 milliard, quelque chose comme ça qui avait été échangé, et ils ont pris le bottom, mais ils ont pris le bottom que d'OpenSea. Ils n'ont pas comparé l'écosystème en tant que tel, ils ont juste comparé une plateforme. Ok, OpenSea en janvier, ça avait peut-être 95% de share. Aujourd'hui, OpenSea, tu le vois bien, là, on voit qu'il y a des plateformes qui arrivent à grappiller jusqu'à 20-30% de ce qu'ils avaient avant. Donc, ils prennent pas vraiment en compte l'écosystème. Donc, je pense que la baisse, elle est significative depuis janvier. Je pense dans les 80-90%, mais 97%, je pense que c'est un peu mauvais quand même. C'est un raccourci, entre guillemets. Ouais, c'est un raccourci. Maintenant, on va pas se le cacher, toutes les valeurs technologiques prennent cher. Ouais. Netflix, depuis le début de l'année, on est à moins 60%. Si je regarde Meta, je crois qu'on est à moins 50%. Donc, tout souffre en ce moment, y compris les gros. On a Apple, la semaine dernière, qui s'est pris un moins 5 en une séance, ce qui est énorme pour Apple. Ouais. Parce qu'ils ont annoncé que l'iPhone 14, ils allaient annuler le fait qu'ils allaient en produire plus que prévu. Ah ouais, ok. Pourtant, ça cartonne. Ouais. Je suis sûr, chaque année, ça cartonne leur téléphone. Chaque année, ça cartonne. À titre perso, je serais pas surpris que ça cartonne moins que d'habitude parce que honnêtement, l'iPhone 14 vs l'iPhone 13. Ouais. Quand tu regardes, il y a rien qui change quasiment quoi. Enfin, c'est même pas un iPhone 13S quoi. Il y a deux trucs qui ont été changés, mais sinon, je crois que c'est la première fois dans l'histoire d'Apple que vraiment le nouvel iPhone a aussi peu de features en plus. Mais c'est normal, tu peux plus en rajouter éternellement en fait. Après, c'est les personnes qui achètent qui étaient sur un iPhone peut-être un peu plus ancien et qui passent sur le 14. Donc du coup, tu ramènes aussi des anciens. Bref, parenthèse. Bref, c'est pas trop le débat. Le débat, c'est plutôt de dire, effectivement, les NFT sont en bear market, comme toutes les valeurs technologiques. Les NFT, effectivement, prennent plus cher que la moyenne des valeurs technologiques, mais c'est normal parce que parmi les valeurs technologiques, c'est ce qui a quasiment de plus risqué. Si j'étais Bloomberg, je regarderais plus l'évolution du floor du Bored Ape ou du CryptoPunk, plutôt que le volume global des NFT. C'est plutôt ça qui est intéressant parce que au final, un punk, tu vois, ça se trade toujours à 100 000 $ aujourd'hui. Le pic, il était peut-être à 200, 300. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était dans ces eaux-là. Ça a peut-être été divisé par 2, par 3, mais on n'est pas sur du moins 97%, tu vois, sur la valeur d'un CryptoPunk. Et c'est ça, pour moi, tu vois, l'étalon maître de ce qui se passe sur le marché, parce que 99% de ce qui se passe sur les NFT étant bon an mal an des choses qui sont pas du tout intéressantes, en fait, c'est normal que faut regarder les 1% qui marchent. Ouais, d'ailleurs, tu fais bien de le noter, ça, c'est que, vraiment, tu vois, les deux collections les plus iconiques qu'on a aujourd'hui de l'écosystème Yuga Lab, aujourd'hui, vraiment en plein dip, au plein bear market, il faut minimum 100 000 $ pour pouvoir se procurer une pièce, en fait. Donc, tu vois, faut savoir que je pense que c'est le floor qu'on peut avoir au minimum. Donc, c'est quand même assez énorme, tu vois. Le ticket d'entrée. Je pense que c'est l'enseignement de ce bear market, tu vois. Si vous vous intéressez au NFT, si vous regardez bien ce qui continue à se vendre cher en ce moment,
parce que ça en dit beaucoup sur la qualité des collections, tu vois. Tout ce qui se trade au-dessus des 10 Ethers en ce moment, c'est que vraiment c'est un truc qui, même à un marché NFT qui baisse de potentiellement 90%, 95%, et ben ça se trade tout aussi cher quasiment qu'avant, quoi. Donc je parle des Chromie Squiggle, je parle des Bored Ape, je parle des CryptoPunk, des Mutant Ape, dans une moindre mesure de tout ce qui est Moonbird, Azuki, même si bon, Azuki, s'il y a un côté un peu douteux, les Clone X, les Doodles, tous ces trucs-là en fait continuent à avoir des prix au-dessus de 10 000 $ en fait. Ouais. Donc voilà. Non, clairement. D'ailleurs, juste petite parenthèse, on va faire une petite parenthèse promo, mais promo interne. C'est exactement le titre de la première newsletter qu'on a droppé hier. Donc c'est face au bear market, les NFT affichent leur résistance et justement on détaille justement cette semaine toutes les ventes vraiment records. Vraiment, c'est des ventes records qui a été constaté sur l'écosystème NFT. Donc justement, t'en as cité les CryptoPunk, les mutants, les Bored Ape, etc., Azuki, et on détaille justement dans l'article quelques faits, quelques chiffres parmi tant d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur, on va vous le mettre en lien sur le podcast si vous souhaitez justement vous abonner. Toutes les semaines, le dimanche, on vous drop justement cette newsletter avec des infos plus détaillées que le podcast et d'autres choses aussi qu'on rajoute par-dessus, des articles, des focus sur un artiste d'ailleurs. Je sais que ça plaît beaucoup de faire un focus vraiment sur des artistes de l'écosystème parce nous aime bien vraiment l'art, la photographie, etc. notamment. Donc on voulait justement rajouter ce petit segment. Et puis des topics notamment liés au mint qu'on pourrait potentiellement... les mints intéressants de la semaine suivante. Donc pas mal d'infos assez intéressantes. En plus du podcast, si vous êtes intéressé, la newsletter... elle sera dans la footnote. Si vous êtes intéressé, vous pouvez sub. Génial. Du coup, sur les classements des NFT de la semaine, on a les éternels CryptoPunk qui sont numéro 1 sur OpenSea et qui sont parmi... ils sont pas dans le top chez les whales, mais je pense qu'ils apparaissent pas dans ce classement-là à mon avis. Ça doit être pour ça. En volume... Tu vois, chez les whales, sur NFT Go, tu vois pas les CryptoPunk. Mais les CryptoPunk sont numéro 1 sur OpenSea. Numéro 2, on a les Renga. Donc on en a parlé vite fait la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'ai pris un peu de temps pour diguer ce sujet-là. Et en fait, ça confirme ce que je disais la semaine dernière. En fait, c'est que c'était trop tard. Il n'y a rien à savoir. on a raté le train. Non, mais il n'y a rien à savoir. C'est juste... Il y a une hype là. C'est pas non plus un pump and dump, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup de mystères autour de ce projet. Les PFP sont, de mon avis, vraiment très très réussis. C'est un projet qui séduit, qui est de qualité, le site est vraiment de qualité, donc je pense que c'est de la pure spéculation. Les gens se disent oh là 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 là, ça va être quelque chose, et du coup comme le prix monte, les gens continuent à acheter parce que le prix monte, donc on est passé justement, je sais pas si t'as vu, il y a Zeneca justement un peu c'est ce dont je te parlais. Okay. Justement, c'est le trade que j'ai lu. Exactement, et en fait je l'ai lu mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce qu'en fait Zeneca disait clairement le truc. Pourquoi les Renga fonctionnent bien, en fait, long story short, il n'y a pas vraiment de raison en fait. C'est juste la communauté quoi, qui fait pumper le truc, qui ramène du monde. Mais pour moi c'est pas une raison. Ouais, tu sais, tous les projets te disent la communauté. Ok, t'as 100 personnes dans le Discord qui sont là en mode c'est génial, le prix va monter. Enfin, ça fait pas une communauté quoi. Non, mais après je pense que tu spécules sur potentiellement des personnes assez importantes qui commencent à rentrer dans le projet, qui font partie du projet, qui commencent à acheter, et voilà. Donc, il y a là encore une fois, oui, il y a plein de projets, il n'y a pas vraiment de blueprint entre guillemets. Sincèrement, ce projet pour moi est vraiment intéressant parce que je le trouve très joli esthétiquement. Maintenant, je vois pas ce qu'il apporte, je vois pas ce qu'il a créé que personne n'a créé avant quoi pour l'instant. Ouais, c'est de la pure spéculation. Hein. En plus de spéculer sur des NFT, là tu spécules vraiment sur une collection. De ouf. Alors QQL Mint Pass, ça le troisième en revanche, ça c'est intéressant. Ça c'est pas pareil. Ça a apporté quelque chose de nouveau. On en a parlé la semaine dernière, donc on va pas la refaire aujourd'hui, mais ça vient d'un artiste qui s'appelle Tyler Hobbs et qui est l'un des plus gros artistes NFT qui existent. Il a fait notamment la collection des Fidenza, qui est l'une des collections les plus iconiques du milieu des NFT. Ce sont des espèces de tableaux d'art génératif qui se vendent en moyenne dans les 100 Ethers, donc un peu plus de 100 000 balles le tableau. Il y en a 1000 en tout, 999 pour être précis. Et les QQL, c'est sa nouvelle collection, il y en a aussi 999. Et il y a eu un petit concours avec certains followers de Tyler Hobbs qui pouvaient participer à un concours pour
pour faire partie en fait de ces 999 tableaux et d'en créer un qui finisse dans la liste. Donc parmi les 999, il y en a 3 c'est ça, qui ont été créés par des fans de Tyler Hobbs et qui auront droit du coup à 2% de royalties sur les reventes de ces 3 œuvres d'art là. Donc c'est plutôt cool. Donc tu vois, il y a pas mal de mécaniques qui ont été introduites par le QQL qui sont nouveaux, et ça pour le coup, si vous voulez vous intéresser un peu à ce qui se passe et à des projets sérieux, les QQL, c'est vraiment une mécanique qui est nouvelle, qui a été introduite et qui est plutôt cool, je trouve. C'était le mint, il était à 13 Ether, c'est ça? 13 ou 14 Ether. Peut-être que tu as raison. Moi je peux te dire un peu de chiffres. Au mint, okay, vas-y. 17 millions, il a généré 17 millions de dollars au mint. Et sur 3 jours après le mint, il y a eu 20 millions de dollars en volume de transactions échangées. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Les artistes qui sont capables de générer de tels volumes avec un mint pendant un bear market, ça veut dire qu'en fait, malgré tous les gens qui s'exclament que les NFT sont morts aujourd'hui, en fait, tu vois que des artistes sérieux, etc., c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de reconnaître les projets solides et sérieux, que ce soit artistique ou PFP, que c'était le cas pendant le bull market où en fait même les projets pourris cartonnaient quoi. Ouais, franchement, de toute façon on savait tous que ça allait cartonner ce truc là, c'est vraiment un des artistes à suivre en ce moment dans ce milieu. Du coup, il peut sortir n'importe quoi, ça va fonctionner. Bon, il faut pas qu'il en sorte trop parce que du coup, derrière, ça fait cash grab. Mais là, le truc, il a été minté à 13, c'est monté à 20 facilement. Tout le monde, les gens, ils savaient que c'était un investissement où t'allais forcément avoir. Ouais. Et en plus, il n'y en avait que 999. Donc, la demande, elle était vraiment là, tu vois. Non, mais maintenant, c'est une vraie question. Hein. T'as des artistes hyper connus qui foirent certains mints. Je me souviens très bien du photographe le plus connu des NFT. Qui s'appelle Drifter Schutz, qui fait ces fameuses photos où il est tout en haut d'un building avec ses Vans dans le vide, ses Vans rouges. Et donc ses collections phares s'appellent Where Did My Vans Go? Où sont allés mes Vans? Et il y a quelques mois, il a droppé une photo et une vidéo de lui avec un mint illimité. Donc pendant, je sais plus, c'était peut-être 1 heure ou une journée, je sais plus bien. Les gens pouvaient en minter un maximum, mais il y en a plein qui ont été mintés. Et cette collection a vraiment s'est écroulée, quoi. C'était 0,2 Ether le mint. Et aujourd'hui, le truc, il vaut... Et pareil, c'est le plus gros photographe NFT, hein, vraiment pour moi. Hein. Je pense que c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde. Je crois que c'était First Day Out, ça s'appelait cette collection-là qu'il a sorti. Voilà, First Day Out par Drifter Shoot. Donc il est sorti, le mint, il était à 0,2. Et aujourd'hui, le truc, il vaut 0,03. Non mais le projet il est mort. Hein. Et c'est descendu direct. Hein. Après le mint, c'était genre fini, quoi. Il y en a en tout 10 000 d'items et genre, ils valent plus rien, quoi. Donc tu vois, même un artiste de renom du milieu, il peut foirer un mint. Ouais. Ça arrive. Ouais. D'ailleurs, sur QQL, il y en a un qui a été vendu pour 100 Ethers. Il y a 2-3 jours là, le 30. C'est ouf. C'est ouf. C'est chaud. Faudrait que je regarde un peu les visuels. C'est particulier, hein, mais bon, ça a son charme. Moi, j'aime bien, mais je sais que, quand tu connais le process derrière, c'est là où tu te dis en fait, ok, c'est vraiment intéressant parce que visuellement, de toute façon, c'est subjectif, je veux dire, un visuel, mais le process, l'artiste, l'histoire de l'artiste, sa personnalité, ce qu'il a en tête, c'est particulier, hein. C'est hyper varié. Ah, c'est hyper varié. Trop stylé, j'aime trop. Ok. Ensuite, on continue le top tranquillement, le top 10 des collections les plus échangées la semaine dernière. Donc les Bored Ape forcément. En 4e, ça c'est classique. On a des Critters Cult sur Sol. 5e. Je connais pas moi. J'ai pas digué, c'est sur Solana celui-là, donc j'ai pas digué. Non plus, ce sont des chats pixelisés sur Solana. Il y en a 5528. Ce sont des chats de sur... Ok, je pense que c'est rien de très 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 intéressant. Aller voir. Honnêtement. Je vais aller voir. 6e, Kitaro World Official. J'ai l'impression qu'on est sur un même délire où ça va pas être hyper intéressant. Kitaro, collection de 7000, Storytelling NFTs. Ah, Storytelling NFTs. On en parle pas mal en ce moment sur Twitter des Storytelling NFTs. Attends, t'es sûr? Tu sais, genre un peu Jenkins de Valette. Ah oui. D'ailleurs, Jenkins a sorti son... Qu'est-ce qu'il a sorti? J'ai vu un truc passer. Ouais, j'ai vu un truc passer aussi. Mais je pense qu'on va en parler peut-être la semaine prochaine. Ouais, on va le diguer un peu plus. Parce que s'il sortait un truc, ce serait vraiment dans le top 10, quoi. Donc Storytelling NFTs, franchement,
c'est des choses qui sont pas forcément nouvelles, mais qui prennent un peu de l'ampleur en ce moment sur Twitter, où en fait, en gros, ton NFT peut être amené à évoluer en fonction d'une histoire. Par exemple, tu possèdes un personnage d'une histoire particulière, tu peux faire participer ton personnage. C'est pas forcément un jeu vidéo non plus, mais il y a une histoire qui évolue avec le temps. Ton NFT peut évoluer avec cette histoire, tu peux participer à l'histoire, et ainsi de suite, quoi. Ok, c'est marrant ça. Tu engages avec ton asset. Ouais, mon take c'est qu'en fait un jeu vidéo vraiment hyper interactif avec plein d'éléments inscrits dans la blockchain en temps réel, c'est trop compliqué à faire aujourd'hui. Donc du coup, tu vois, l'entre-deux, c'est plutôt de jouer à des cartes interactives ou d'avoir une histoire interactive, etc., quoi. C'est mon take là-dessus. Mais bon, ça peut être intéressant à suivre en tout cas et avoir une rubrique Storytelling NFTs dans notre newsletter ou des futurs développements qu'on a en tête. Les Other Deeds en 7ème, donc ça fait partie de l'écosystème Yuga, donc Bored Ape, etc. On n'en parle pas. Les ENS, Ethereum Toujours Name là. Service, on en parle chaque semaine, donc on va pas en reparler. Ce sont des adresses mail Ether, grosso modo. On a les Mutant Ape en 9ème, grand classique, et les Black Box de Renga qui sont... Il y a eu la grosse vente mutant, donc ça a pris d'un coup. Hein. Comment ça, la grosse vente mutant? La très très grosse vente. Méga mutant. Ouais, un méga mutant qui a été vendu. Pour. Je les adore. Ils sont trop stylés. 3 millions. Non. Quelque chose comme ça. Non, pardon, pour 1 million. 1 million 3. Ah, ok. 1 million 3. Ça fait peur. Qui a été vendu. Putain, chaud. Ils sont beaux, les mecs mutants. Mega Noise. En fait, dans les mutants, dans la collection mutants, il y a quelques très très rares qu'ils appellent méga. Et en fait, elles tous plus de, genre, en ce moment, pour le prix actuel, plus de 1000 Ethers. Et donc, du coup, le mec qui a collecté Mega Noise, il en a déjà 2 méga. Et il voulait absolument celui-là. Et en fait, juste pour la petite histoire, il est passé par un site qui s'appelle arcade.xyz. C'est pour faire des prêts garantis NFT, en fait. Et donc, du coup, il s'est financé via cette plateforme-là pour acquérir ce méga. Donc, il a réussi à avoir un bid pour 1,3 million, quoi. Ouais, non, il est chaud quand même. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations, justement, dans la newsletter, on en parle et on vous donne justement un peu de détails sur ce truc-là. Et du coup, ce mec, il en a 3 aujourd'hui. Il a 3 mégas. Et il collecte justement les mégas, en fait. Ils sont tellement stylés. Ouais, ils sont assez beaux, les mégas. Hein. Ouais, pour le coup, les mutants, c'est une collection qui est relativement chum. Hein. Ouais. Mais les méga mutants, le 30 005, il est abusé. Ouais, je vois c'est lequel celui-là. Ouais. C'est beau. Après, on a Artblocks. On parle d'Artblocks toutes les semaines, j'ai l'impression, mais il fait toujours partie des tops. Et il fait partie des tops. Il est premier chez les Whales, en fait. Ouais, premier chez les Whales. Okay. Je suis pas... Ouais, non, bah, en fait, c'est ça. Azra. Non, pardon, Clonex. Non, pardon, Renga. Ouais, il est aussi chez les Whales. Ouais. Attends, non, il y a Renga Black Box. Tu l'as vu passer ça ou pas? Ouais, oui, Renga. En fait, c'est l'espèce de monolithe du Renga, donc c'est la boîte non révélée du Renga. Ok, donc là, il y en a 304. Non, pardon, il y en a combien? J'arrive pas à voir. 1000. Pendant que tu cherches, je me resserre un petit peu de tisane. Et après, il y a Clonex. T'as vu s'il y avait de l'activité derrière ou pas, Clonex? Récemment? Non, il n'y a rien. Je pense que c'est... Moi, mon guess, c'est que c'est juste descendu tellement bas à un moment que je pense que pas mal de gens ont dû se dire voilà, on va remonter le truc, on va racheter quoi. Pas très cher, on va se recharger en Clonex. On parle de 10 000 balles, mais c'est relativement à ce que c'est. Voilà. Voilà pour le top. On commence avec les petites news là. Yes. Ça va être pas mal toi cette semaine je crois. Donc Christie's 3.0, de quoi s'agit-il? Waouh, qu'est-ce que c'est? Christie's, tu connais Christie's, vous connaissez tous Christie's. C'est une maison d'enchères, non? Exactement. C'est la première ou la deuxième maison de vente aux enchères. En fait, Christie's et Sotheby's sont vraiment côte à côte. Certains articles disent que Christie's c'est la première, d'autres disent que c'est Sotheby's. Bon, enfin, pour vous dire que c'est les deux plus grosses maisons, les deux plus grosses aussi qui sont intéressées par le monde des NFT. Et Christie's 3.0 a fait un move assez colossal, je dirais. En fait, ils vont créer ils vont faire du on-chain only sur leurs assets pour avoir justement une comment dire,
une transparence sur les ventes, sur les ventes de chez Christie's. Je refais. En fait, ils vont prendre la blockchain Ethereum pour conduire tous les achats et les ventes qui sont opérés chez Christie's. Et donc, ils vont faire du 100% on-chain. Ça va prendre un peu de temps dans les années à venir. Ouais. Ils commencent avec tous les échanges, toutes les ventes qui sont faites via Christie's vont être enregistrées sur Ethereum. Alors, ils vont commencer avec tous les assets digitalisés, donc tous les assets digitalisés, donc tu sais, les arts digitaux. Donc ça va commencer avec l'inauguration. Ils sont pas forcément sur de la blockchain, quoi. Ils ont teasé un peu sur ce truc-là. Je pense, ils l'ont pas annoncé clairement, mais je pense, ça c'est mon point de vue, je pense que in fine, ça règle tellement de problèmes qu'il y a en fait aujourd'hui dans le monde de l'art, de transparence, de transparence des prix notamment et de certification d'authenticité qui vont, je pense, y arriver à un moment donné. Mais en fait, justement, Christie's avait lancé déjà plusieurs collections, notamment avec Beeples, la collection, c'est même pas une collection, en fait, c'est un one-in-one, Beeples Everydays, qui a été vendu pour 69 millions, ça a fait un carton, c'était l'année dernière pendant le bull, c'est vraiment le NFT qui a été vendu le plus cher l'année dernière, etc. Donc ça a été vendu via Christie's. Et donc ils ont tâté un peu le terrain sur 2-3 collections. Ils ont lancé aussi des CryptoPunk sous enchères où c'est monté jusqu'à 17 millions à un moment donné. Enfin, ils ont commencé à tâter et en fait justement pas mal de gens, enfin en tout cas dans l'écosystème, se posaient cette question de pourquoi Christie's se lance pas se lance pas dans une blockchain concrètement, de créer une marketplace en fait. Et c'est ce qu'ils veulent faire en fait. Christie's 3.0, ça va être une marketplace qui sont en train de la développer aujourd'hui. Je sais pas si ça a été si ça a été terminé. Ça a été terminé. Ils ont créé cette marketplace en collaboration avec 3 boîtes. Manifold, c'est une boîte qui fait des outils Web3, donc d'accompagnement, consulting, développement d'outils justement on-chain. Chain Analysis. Ils créent des smart contracts pour beaucoup d'artistes, dont Pac par exemple. Ouais. Ah, Pac, il est sur Manifold. Ouais, donc ils ont choisi les plus Manifold, gros. Ils ont choisi les plus gros. Chain Analysis aussi, pareil, c'est référence dans le milieu de l'analytics on-chain. Spatial pour le métaverse. Donc du coup, en fait, ces collections-là vont être disponibles justement sur un métaverse. Spatial, c'est un peu un métaverse d'artistes, quoi. Donc souvent, c'est des personnes qui veulent avoir un espèce de musée virtuel et donc du coup, ils vont sur Spatial, du coup, en français. Je crois que je vois le truc. Pour ça. Et donc du coup, cette marketplace a été montée avec ces 3 boîtes-là. Il y a l'inauguration qui va être faite avec une artiste qui s'appelle Diana Sinclair. En fait, peut-être que tu as entendu parler l'année dernière, elle a fait un peu un buzz. C'est une fille qui a 18 ans en fait, qui est un peu, c'est une artiste digitale qui a plein de casquettes. Hein. Elle est artiste, elle est activiste, elle fait pas mal de choses et elle est beaucoup dans le social activisme, tu vois, social justice, etc. En fait, ils vont utiliser, du coup, ils vont faire un partenariat ou en tout cas, Diana Sinclair va être la première artiste à pouvoir inaugurer cette nouvelle place de marché, Christie's 3.0. Et voilà, donc c'est un gros move de Christie's, justement, de se dire qu'en fait, là, il donne un gros signal assez fort dans le milieu de l'art, en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait plusieurs fois dans plein d'épisodes où on se disait que le milieu de l'art, aujourd'hui, il commence à toucher un peu les bordures du NFT, mais il n'y a pas eu un vrai, on va dire un vrai mouvement. Et là, Christie's, là, ça va pousser. Grave, je pense que derrière Sotheby's, ils vont commencer à se lancer là-dessus aussi. Je trouve ça bien que ce soit aussi pas une annonce en mode on va acheter des NFT ou on va lancer une collection de NFT ou on va mettre aux enchères des NFT, etc. Mais c'est une nouvelle qui prend en compte aussi tous les bénéfices techniques à utiliser de la blockchain en fait, non pas seulement pour des NFT forcément, mais juste pour enregistrer dans le marbre pour toujours des transactions. Et donc je trouve que c'est un move super intelligent et qui sort un peu, tu vois, de ce qu'on a trop l'habitude de voir depuis quelques temps, des sempiternels lancements d'une collection de 10 000 exemplaires, quoi. Donc c'est très cool. Et en vrai, on attendait ça depuis assez longtemps, tu vois, Christie's. C'est vrai que Christie's, y a quand même des gens au sein de Christie's qui sont très NFT enthousiastes et donc du coup je pense qu'ils poussent aussi ça au leadership pour vraiment mettre un pied dedans, vraiment d'accélérer. Ils sont assez avant-gardistes, hein, parce que dès le bull market, ils ont commencé à se lancer dessus. Ils ont pas été très réfractaires justement à cette technologie. En fait, quand tu as un gros business, tu n'as pas le choix. En fait, quand tu dois des nouvelles tendances apparaître,
même si tu crois pas, tu y vas quand même parce que tu veux pas prendre le risque, tu vois, que ton business soit complètement disrupté en 10 ans, quoi. Et donc, je pense que ces boîtes ont vu ce qui s'est passé sur la téléphonie mobile avec Apple, sur le streaming avec Netflix, sur le e-commerce avec Amazon, et se disent en fait, mon opinion en fait ne sert à rien en tant que patron de Christie's. En fait, mon opinion, on s'en cogne. Tout ce qui est important, c'est que la boîte soit pérenne sur le long terme. Et donc, si on voit des tendances apparaître, même si dans 2 ans elles meurent, c'est pas grave. On prend un peu d'argent, on les explore et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de compétition possible. C'est exactement ce qui se passe avec le métaverse aujourd'hui. Il y a pas mal d'entreprises qui commencent des gros groupes qui commencent à vraiment s'y pencher dessus parce que, comme tu disais, on veut pas devenir un Kodak qui a raté le tournant. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bref. Mais bon, c'est un gros signal très bullish en tout cas sur le truc. J'ai hâte de voir la réponse de Sotheby's sur cette action de Christie's, mais ils sont en train de cooker quelque chose derrière, c'est sûr et certain. Sotheby's, il y a des mecs, c'est des mecs qui sont hyper talentueux à l'intérieur. On dirait que c'est genre Heisenberg et Jesse Pinkman dans leur petit, tu vois. Non, en vrai c'est ça. Ils travaillent dans l'ombre. Ouais, mais grave. Et à un moment donné, ils te sortent une bombe et du coup ça donne un signal assez fort malgré l'article de Bloomberg. Ça construit quoi. Ouais. Voilà pour Sotheby's. Pixelmon est de retour. Tu peux faire un petit tu te souviens un peu du contexte de Pixelmon ou pas? Parce que je suis arrivé dans les NFT un peu après sur le truc. Juste après. C'est pas le truc qui a levé je sais pas combien de millions, genre c'était l'un des projets NFT les plus prometteurs, et quand ils ont sorti leurs jeux vidéo en 3D, les gens ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et le truc a complètement craché du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'était un rug, je crois que vraiment c'est là aujourd'hui en fait quand t'entends parler de Pixelmon, les gens les Pokémon c'est ça en fait, pixelisés du métavers, quoi. Et c'était en tout cas ils l'ont très bien marketé, ils l'ont très bien vendu, ils ont levé 40 millions en mint, je trouve que c'était genre indécent. C'était indécent, et je crois, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, je vais vérifier quand même, mais il y a eu un rug quand même derrière. Les fondateurs ils ont pris un peu dans la caisse apparemment, si j'ai bien compris, sur certains articles ils ont parlé de ça. Mais d'accord. Voilà, du coup, un projet comme ça, tu te dis mort dans l'œuf, c'est impossible qu'il se relève. Les investisseurs qui ont mis de l'argent dessus, tu t'assois, vraiment, tu t'assieds dessus complètement, c'est fini. Et non. C'est Kevin the Frog qui revient au. Alors, il y a un nouveau leadership. Ils ont complètement changé l'équipe, donc du coup, tu peux pas en fait. Si tu veux revenir dans le game avec un projet comme ça qui a eu autant de problèmes, tu dois changer, je pense, l'équipe à la tête. Et donc du coup, déjà. Et c'est ce qu'on disait un peu avec Azuki qui est en train de plafonner à un moment donné parce que ça pose problème avec Zagabond qui est justement à la tête d'Azuki, où Azuki a eu Zagabond a eu des problèmes il a eu un antécédent assez dark dans le milieu du Web3, et donc du coup le projet franchement il prend pas, quoi, et donc il a pas d'investisseur qui suit, etc. Bref, on a Pixelmon, je pense qu'ils ont peut-être travaillé dans l'ombre pendant les derniers mois parce qu'on n'entendait plus du tout parler de ce projet-là, et vraiment il était loin dans le ranking. Aujourd'hui, nouveau leadership, donc il y a une nouvelle équipe qui a repris le projet à la tête, et ils veulent faire justement un free-to-play en fait, MMORPG un peu. Donc ils ont sorti un nouveau site, il y a un token, et du coup à ce moment-là le floor il a commencé à reprendre, il a commencé un peu à s'exciter, il a commencé à reprendre un petit peu. Il y a très peu d'infos dessus, juste un nouveau site qui est assez stylé. Mais bon, ça fait pas tout, parce que déjà tu pars avec un bagage qui est vraiment défavorable pour toi. Aujourd'hui, c'est comment ils vont se relever de leur bad buzz et comment ils vont créer ce qu'ils avaient promis il y a 7-8 mois où ils avaient levé 40 millions. Je trouve le nouveau MMORPG, quoi. Ouais. Je trouve très intéressant cette vibe j'appellerais ça le vintage, donc en mode des collections qui ont cartonné, qui se sont écoulées, qui n'existent plus, qui sont données pour mortes, et puis qui sont ressuscitées parce qu'il y a de nouveaux fondateurs, parce qu'il y a quelqu'un qui les rachète, parce que je sais pas en fait. Tu vois, je pense par exemple aux MeBits qui appartiennent à la même boîte que CryptoPunk et que Bored Ape. Si cette boîte-là un jour décide de faire quelque chose des MeBits, qui valent pas grand-chose encore aujourd'hui. Tu vois, les Cool Cats, évidemment, si jamais ça redécolle, ça pourrait redépasser leur concurrent, les Doodles ou quoi. Les Pudgy Penguins, on en a déjà parlé dans un épisode, c'était peut-être le 10 ou le 11, je sais plus. Mais effectivement, je vois. Peut-être qu'il faut regarder de près, tu vois, les collections qui ont été à un moment donné, qui ont un peu marqué les esprits et aujourd'hui qui valent plus grand chose. Je pense aux Emphers,
Je pense aux Dead Fellas. Tu vois, qui ont un peu marqué leur instant tu vois, à leur façon chacun, mais qui valent plus grand chose aujourd'hui. Quand je dis plus grand chose, c'est 1200, 1300 balles. C'est quand même beaucoup d'argent, évidemment. Oui, c'est beaucoup, mais relativement à des projets, si tu compares à des gros projets iconiques, c'est quand même relativement accessible. Il y a aussi, je pense, une consolidation. Pendant le bear market, tu sens vraiment que, de toute façon, il y a une concentration des investissements sur des gros projets blue chip, comme on dit blue chip. Ouais, c'est vrai. Les investisseurs essayent de se débarrasser, justement. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a... Donc, en fait, c'est soit une opportunité parce que tous les autres projets sont en plein dip et donc, du coup, tu peux spéculer et investir sur ces trucs-là et espérer, pendant le bull market, d'avoir justement un pump. Soit, en fait, tu t'investis pas parce que tu sais que ça va mourir dans l'œuf, en fait. Y a rien derrière, il y a du vent, et puis, comme plein de projets, comme 99% des projets, comme Gary Vee le dit assez souvent, ça. 99% des projets qui existent aujourd'hui, on les verra plus dans le prochain bull. C'est déjà le cas, il y a plein de projets. C'est quasiment déjà le cas. Franchement, il y a 7-8 mois, on voyait des projets sortir, il y en avait 50 par jour, quoi. 50 à 100 par jour. C'était débile. C'était, ouais. Mais ok, moi je trouve ça intéressant, tu vois, les NFT vintage. Je pense qu'il faut garder un œil sur ces collections qui ont cartonné à une époque et qui aujourd'hui ont des flores qui sont pas non plus massacrés. Ceux qui sont massacrés, c'est fini, vous oubliez. Mais qui sont toujours autour d'un Ether ou un petit peu en dessous d'un Ether, c'est quand même pas non plus déconnant comme prix. Voilà. En tout cas, je suis assez, enfin, on va voir. Moi, je suis un peu Pixelmon. J'ai jamais été vraiment intéressé par ce truc-là. Moi, je sais pas, quand j'avais vu le truc passer, je me suis dit, c'est cool, mais bon, c'est un espèce de jeu pixelisé. Enfin, moi, ça va pas me faire kiffer tant que ça. J'ai vu le le rug qu'il y a eu derrière. J'ai fait, ok, bon, j'ai bien fait d'avoir complètement oublié ce truc-là. Et je vois qu'il revient. Après, ça fait la presse aussi, donc c'est aussi c'est un peu du drama. Enfin, il y a des news derrière. C'est cool en fait de voir aussi. Enfin, cool, non. Enfin, c'est un peu de l'entertainment, quoi, entre guillemets. Donc bon, on va voir. Il revient sur la scène. J'ai hâte de voir quand même parce que tout le monde, enfin, il y a plein de projets qui font une promesse d'un jeu vidéo. Pour l'instant, j'en ai pas vu un seul sur lequel je peux me dire où je peux passer mon temps précieux dessus. Donc à voir ce qui sortent. De toute façon, aujourd'hui. Si vous voulez checker un peu les trucs historiques, il y a un super compte qui est à suivre sur Twitter, leonidas.og. C'est son c'est @leonidasnft, tout attaché. Et c'est vraiment le gros historien des NFT. Il a 50 000 followers et il tweet régulièrement des maps des plus vieux NFT en fait. Une espèce d'historique des tout premiers NFT qui ont été créés. Et entre 2015, oui, j'ai bien dit 2015 et 2019, vraiment les mints les plus iconiques qui ont eu lieu, quoi. Avec une galerie 3D derrière où tu peux voir certaines des œuvres les plus iconiques de chacune des collections. Donc il reprend un peu l'historique, les ENS qui sont nés d'ailleurs avant les CryptoPunk, les CryptoKitties, etc., etc. Un bon petit compte à suivre. Je regarderai ça aussi d'ailleurs, je le connais, je n'avais pas vraiment vu ce truc. D'ailleurs, je crois que Cocorico, je crois que c'est un français. Il me semble bien. Ah oui, je crois. Bien. Je sais pas pourquoi, mais je crois me remémorer qu'il parlait en français un truc à un moment. Canadien peut-être. Voilà. Parenthèse fermée. Ah oui. Punk 6529. Yes. Alors. J'espère que ça va pas être trop tard pour vous quand je vais sortir l'épisode. Alors, juste pour vous dire que il y aura le premier cours 100% on-chain, donc dans un métaverse, un cours de NFT et métaverse, qui va être lancé. Le lancement est ce soir, donc lundi 3 octobre. Le lancement ce soir à 23h heure de Paris. Attends, on peut toujours s'inscrire d'ailleurs pour ces trucs-là ou c'est dead ? Si tu peux t'inscrire, alors vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est assez simple. Il faut avoir un MetaMask, il faut avoir un peu d'Ethereum pour payer les gas fees, et le cours est gratuit. Donc, il n'y a pas de cours. Enfin, il faut acheter un NFT, le NFT il est gratuit. Et le NFT, c'est le pass pour pouvoir rentrer dans le métaverse et suivre le cours. Okay. Donc là, du coup, c'est disponible jusqu'à jeudi. Pour s'inscrire. Le premier cours qui commence aujourd'hui, ça va être plus cours d'intro pour explorer un peu le métaverse et sur lequel, enfin vraiment, je vais vous en parler juste après. Ça va être un peu de l'intro entre guillemets et c'est ouvert à toutes les personnes.
Et le premier vrai cours, ça va être celui de la semaine prochaine. Donc c'est 12 semaines de... Enfin, c'est un MOOC de 12 semaines qui va être orchestré par le fameux Punk 6529, 6529. Notre dieu à tous. Qui est un peu un leader, hein, je dirais, dans ce monde-là, et qui est un avocat pour le Open Metaverse. Enfin, il a tout le monde le respecte dans ce milieu. Si vous le suivez pas sur Twitter, allez le suivre tout de suite. Punk tout le monde, 65, dans toutes les conférences où j'ai pu assister, où il y avait des talks, etc. Les gens ils recommandaient tous d'aller suivre ce type-là, et franchement, je recommande. Il est juste, voilà. Il a 400 000 followers. Hein. Ouais, il a commencé il y a un peu plus d'un an seulement sur la tweeter. Il est complètement anonyme, mais il est très, très vocal et il explique franchement hyper bien les choses. Il peut être un peu technique, mais en tout cas, sa vocation, c'est vraiment de ramener plus de monde dans cet écosystème, notamment grâce à ce projet donc, qui sera dans son métaverse, parce qu'il a créé un métaverse qui s'appelle Open Metaverse. Et du coup, dans ce métaverse-là, il y aura un area qui sera dédié aux personnes qui se sont inscrites. Il y a à peu près 16 000 personnes qui se sont inscrites, donc qui ont minté le NFT pour pouvoir participer au cours. Le cours commence dans quelques heures là. Personnellement, je vais le suivre le cours. Punk 6529 avec une université, celle de Nicosia. Université de Nicosia avec un professeur justement de cette université qui est très très focus ou en tout cas très intéressé par la blockchain, la DeFi, les NFT, Metaverse et tout l'écosystème Web3 disons. Et donc du coup le cours il va être orchestré par ces deux personnes là. Et je sais pas si tu as vu le site, tu descends un peu plus, tu as plein de guest lectureurs. Et quand tu regardes la liste, il y a tout le milieu qui est là. C'est dingue. Il y a tout le milieu. Franchement, c'est ouf. Vraiment, toutes les personnes qui ont voulu justement contribuer à ce truc-là, à ce projet, et c'est ouf. Et tout en bas du site, on va vous mettre le site en footnote, mais justement, t'as les cours par semaine. Donc c'est vraiment chaque semaine un topic. Et donc ça parle de tous les sujets liés au NFT, au métaverse, à la finance un peu, voilà, très actuel, très long terme, etc. Donc pour l'instant, en vrai, on va voir, moi je vais le suivre parce que ça m'intéresse beaucoup. En plus c'est un cours dans le métaverse, je veux entre guillemets vivre un peu l'expérience pour potentiellement comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça peut être un peu, pour les personnes qui s'y connaissent pas spécialement, ça peut être un peu chiant de minter le NFT pour pouvoir y participer parce que voilà, aujourd'hui minter un NFT c'est pas si facile que ça. Potentiellement nous aussi en faire un espèce des vidéos peut-être pour expliquer. Moi je l'ai fait à une collègue justement qui voulait s'inscrire, donc je lui ai fait le process, elle a pu s'inscrire. Shout out to Julieta, justement, peut-être qu'elle écoutera le podcast. Et du coup, elle était intéressée, donc elle va suivre le cours. Donc voilà, ça a pris un peu une trentaine de minutes pour pouvoir transférer un peu d'Ethereum pour, ça c'est relou parce qu'il faut déjà que tu aies un compte Coinbase ou Kraken ou quelque chose comme ça avant de pouvoir... On est encore vraiment très loin dans l'adoption de masse parce qu'il y a beaucoup de friction. Ouais. Mais bon, voilà, on est là aussi pour essayer d'aider des personnes qui voudraient potentiellement se lancer. Vraiment, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Nous, on est joignable sur Instagram, Twitter, etc. Un DM, on vous aide. Moi, je l'ai fait justement la semaine dernière pour créer un MetaMask, etc. Vraiment suivre le bon process, sécurité, etc. Et le faites pas forcément pour spéculer ou pour espérer faire de l'argent ou vraiment le voir comme un placement financier. Voyez-le juste comme ça va vous aider juste à apprendre comment ça marche et comment tout ça fonctionne. Donc vous pouvez mettre 10 balles. Et le cours est gratuit. Hein. Et c'est 10 balles. Ouais. C'est 10 balles que vous utilisez simplement pour... C'est le prix du gaz. Et comme tu disais, ça vaut moins de 10 euros le gaz quand elle l'a payé, ma collègue. Elle a payé, je crois que c'était 3 ou 4 dollars de gas fee. Surtout qu'on est passé en proof of stake, donc ça réduit complètement les... Ça réduit un petit peu. Ouais, ça, franchement, c'est pas cher. Je crois que c'est le bear market qui fait ça plus. Le bear market, peut-être, j'avoue, t'as raison. En vrai que le bear market, moi j'ai minté certains trucs et j'ai vu que c'était pas cher déjà en ce moment. Et après, tu peux optimiser selon l'heure de la journée et tout, mais c'est vrai. Ah ouais, putain. Oui. Ah oui. Ouais, moi j'avais déjà vu même ça monter jusqu'à 500, 5000 euros. Mais bon, le cours est gratuit, juste quelques centimes, quelques euros
pour les gas fees de la blockchain Ethereum. Donc c'est pas vraiment le cours, c'est vraiment pour pouvoir participer minter le NFT. Et puis voilà, on va mettre le lien sur les footnotes et puis comme ça vous pouvez regarder si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que toi aussi, cette université, ça va être un gros sujet, clairement. Voilà pour ce sujet. Et après on a les fast news rapides. Yes. Bon, on a un punk qui s'est vendu 4,45 millions $. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est l'un des punks les plus rares. Ouais. Parce que c'est un punk qui a une tête de singe. Et des têtes de singe chez les CryptoPunks, il y en a 24 seulement. Ouais, ça fait partie des plus rares parce que du coup c'est Ape Punk. Donc du coup ça fait un mix un peu de... Ouais, en plus ça fait un mix un peu des Bored Ape et des... rapidement quoi. Potentiellement. Lui il avait mis à 10 millions. Il avait mis à 10 millions. 10 millions. Le mec, il s'appelle Sid Phrase. Le mec, c'est un mec un peu connu dans le milieu. C'est un collectionneur un peu connu. Et il avait ce truc-là depuis assez longtemps. Il l'avait mis à 10 millions. Et je crois qu'il a eu le bid à 4 millions 4 millions 5. Ouais. Il a accepté. Et ça a été, la personne qui l'a racheté, inconnue. C'est un wallet avec juste ce ape dessus. Okay. Je l'ai regardé, mais il n'y avait rien du tout. Donc, je pense que c'est une affaire. Ouais, je pense que c'est une affaire de ouf. Bon. C'est une affaire à 4 millions, mais 4 millions 4 évidemment les gens vont se dire c'est incroyable. Ouais, mais c'est l'un des punks les plus rares. Ouais. C'est un singe qui a une capuche, donc vraiment tu fais 2 fois vraiment des traits qui sont hyper rares. Des capuches. Attends, je vais le trouver. Je vais le trouver, mais des capuches. Je pense que tu prends ce ape, tu vas dans un magasin, tu le montres au mec, tu as tout. Après, il faut que le mec connaisse, tu vois. Des hoodies, il y en a 259, des apes, il y en a 24, c'est le seul qui a un hoodie, c'est quand même vénère. Après, des aliens, il y en a que 9, donc les aliens aussi, c'est super rare. Mais là, le côté ape avec un hoodie, c'est quand même très très stylé. Tu peux construire une marque à partir de ce pito, quoi, parce que tu le reconnais tout de suite, quoi. Tu peux pas le confondre avec un autre CryptoPunk, quoi. C'est ça qui fait vraiment son côté un peu unique. Bon voilà, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est cool. D'ailleurs, dans l'article, je mets un mec qui avait tweeté comme quoi il y a 5 ans, ce mec-là, il l'a vendu pour $1,400. Ouais, j'avais vu aussi. J'avais vu Aujourd'hui, il a été vendu pour 4 millions. Voilà. Ouais, écoute, si tu peux savoir d'avance les projets qui vont cartonner. Tu peux pas savoir. Il y a 5 ans, on parle d'un mec qui a acheté ça il y a 5 ans. Donc, c'est ouf. Balmain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai Balmain. La célèbre maison en ce moment, c'est la Paris Fashion Week, donc pas mal de marques qui commencent à dévoiler certains trucs. Non, pas du tout. Non, okay. Ça m'intéresse pas trop, mais je suis ça de loin. Et du coup, je suis surtout des projets comme Balmain qui a annoncé justement une collection NFT. De 10 000 NFT. En fait, ça va être plus un membership programme pour avoir accès à des collabs, ce genre de trucs en fait. Des items en avant-première, ce genre de truc. Donc, pas innovant en soi. Peut-être pour Balmain, peut-être pour l'écosystème luxe d'avoir encore une marque qui se positionne sur cette activité, je dirais. Ça montre aussi que Balmain innove aussi, parce que c'est un signal, comme on disait tout à l'heure, des entreprises qui commencent à se lancer là-dessus. C'est vraiment pour avoir des press releases, pour qu'on parle d'eux, etc. Donc ça fait de la pub entre guillemets gratuite. Yes. Maintenant, tu vois, c'est un peu l'exemple de ce que je critiquais tout à l'heure, quoi. Là, pour le coup, ils lancent une collection de 10 000 trucs. Ça va donner des avantages, mais on sait pas quoi. Ils disent rien. Et donc du coup, tu vois, je trouve que l'approche de Christie's est beaucoup plus intéressante. Tu vois qu'ils ont vraiment creusé le sujet, quoi. Christie's, ils ont quand même un peu d'expérience. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont déjà un peu très proches de l'écosystème. Ils ont des gens quand même qui sont en interne. Mais ils ont recruté des gens qui sont experts. Après, c'est indébattable, tu vois. C'est juste que Balmain, là, de ce que tu me racontes, genre ça a pas l'air non plus d'être le futur, quoi. Non, ils ont teasé sur un truc pour avoir un peu peut-être de pub pendant la Paris Fashion Week. Aujourd'hui, on va voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va sold out. On verra. En tout cas, c'est un membership et ils se lancent aussi dessus comme pas mal de marques de luxe. Yes. On avait parlé Vous voulez parler de Meta, ouais. Meta, tu l'avais vu, la news. Ouais.
ils mettent en place ce qu'ils appellent des digital collectibles sur la plateforme. Donc si jamais vous postez en fait non pas une photo, une vidéo, mais l'image ou la représentation d'un NFT, va y avoir un petit flag en bas à gauche de la photo et qui va montrer que c'est un digital collectible, et en cliquant dessus vous allez avoir les détails de ce NFT, donc de où ça vient, qui l'a minté, etc. Et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils appellent ça digital collectibles, quoi, et pas NFT. Ouais. Et pas NFT, parce qu'ils veulent justement essayer de se détacher potentiellement de ce mot-là qui est clivant. En vrai, c'est vrai. Je pense qu'il va disparaître. Je pense qu'il va disparaître. Aussi. Ouais, je pense aussi. Mais on va voir. Hein. En tout cas, c'est un signal fort. Ils ont annoncé autre chose aussi, c'est que tu peux connecter ton wallet directement, ton MetaMask ou ton Coinbase Wallet, sur Facebook. Ouais. Et là, un problème va se poser. Et ce problème-là, c'est le problème que Facebook a depuis très longtemps. C'est la data. En fait, ils vont avoir accès à tout ton wallet. Oui, si tu le connectes. Attends, bouge pas. C'est de l'information qui est publique. Mon wallet et l'historique de transactions et ce que j'ai dans mon wallet, etc. Tu peux pas le lier à une personne, parce que là, du coup, ils vont lier le wallet à une personne, parce qu'ils ont la personne, parce que c'est... Et voilà. Et là, on arrive à un autre problème. Le problème qui sera toujours côté Facebook, c'est privacy. Et tout le monde, c'est un peu sur Twitter, c'est un peu agacé justement. Ouais, déjà sur Twitter, je pense que ça pose un problème, parce que même si tu fais un nouveau compte faux, etc. Donc on est dans la pub avec Devac, donc on connaît très bien ces sujets-là. Je pense que ça va pas très compliqué, même pour un Twitter, avec les cookies qui sont utilisés, first les cookies tiers, les navigateurs que tu utilises, ton digital fingerprinting. Là, je sors des mots qui sont des mots valises, mais qui sont bien connus dans d'autres milieux. Je pense que c'est pas trop compliqué pour Twitter de faire le lien entre toi, ta personne. Tu veux dire Meta, enfin Facebook, tu veux dire. Twitter déjà, parce qu'ils avaient Twitter Blue et le côté, tu sais, l'hexagone, etc. Donc je pense que pour Meta, alors là, pour Meta, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Le truc avec Twitter, ce qui est différent, moi, c'est que Twitter, en fait, tu as beaucoup. C'est un peu plus anonyme quand même que Facebook, où en fait Facebook Meta, entre WhatsApp, ton numéro de téléphone, ton compte Facebook, et en fait du coup tu as un profil qui est vraiment toi. On est d'accord. C'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire que déjà Twitter, à mon avis, ils sont capables de faire le lien entre ta vraie personne et ton compte soi-disant anonyme NFT. Ouais. Et je pense que Facebook, c'est encore pire. Enfin, Meta. Et il faut aussi garder en tête que Facebook, ils ont déjà eu un leak de data avec Cambridge Analytica. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, je pense qu'il va y avoir d'autres histoires de ce genre-là. Tu donnes encore plus de données à Facebook. Encore une fois, en fait, c'est deux moves c'est le deuxième move que je vois où ça pose problème, en fait, d'avoir Facebook dans cet écosystème, malgré que l'adoption de masse, ça passera forcément par Meta, parce qu'ils ont 3 milliards de personnes sur leur écosystème. Je pense que si vous voulez faire les beaux et flexer vos NFT sur certaines plateformes social media, etc., il faut vraiment y réfléchir à deux fois. Ils vont accélérer sur ce sujet-là, de toute façon, parce que ils font un truc très bien que les autres plateformes n'ont pas fait, pas encore effectué, c'est faciliter l'adoption, faciliter le... T'as fait le process, toi, ou pas? Non, j'ai pas encore fait, parce que je pense pas le faire. Mais j'imagine que c'est juste signer un truc avec un wallet. Non, mais... Au pire, tu te crées un faux wallet et tu fais l'expérience. Oui, non, mais je vais le faire d'ailleurs, parce que même pour ma culture perso, savoir comment ça fonctionne, etc., ça m'intéresse. Mais entre ça et les 47% de filles de la plateforme pour les échanges de NFT, voilà. À un moment donné, je pense que ça va bloquer les gens. Enfin, les gens vont commencer à se passer du temps dessus parce qu'ils veulent comprendre, parce que Facebook facilite l'accès à cet écosystème-là. Mais quand tu vois qu'il y a quand même certaines contraintes, j'espère qu'à un moment donné, voilà, il y aura plus d'opportunités ailleurs, plus ouvert, plus décentralisé peut-être. Mais bon, on verra. Hein. Après, Facebook, c'est 3 milliards de personnes. Hein. C'est 2,9 sur Facebook, 1,4 milliard sur Insta. T'as un scale, t'as un reach. Enfin, il faut passer par un Facebook. C'est maintenant ou jamais si les digital collectibles... et juste pour faire un petit... Je pense que c'est peut-être un peu tôt encore. C'est assez tôt. Après, en ce moment, Facebook, sur le métaverse, etc., ils y vont à fond. Ils perdent de l'argent tous les jours, ils y vont à fond. Donc, ils y croient vraiment. Donc, ça viendra petit à petit, peut-être avec Facebook. Et Apple, qui a aussi annoncé... qu'ils vont prendre 30%. Exactement. Et du coup, ils sur vont les autoriser. NFT. Donc, en gros, ils vont autoriser les NFT. Voilà. Donc, normalement, chaque iPhone, aujourd'hui, pourra connecter, ou en tout cas, pourra avoir un MetaMask derrière. Donc, c'est X millions de MetaMask en plus, donc adoption de masse, etc. Ok, il y a les 30%.
Moi, je suis positif et bearish et bullish en même temps sur ce move. Mais Moi, après, c'est un signal encore fort d'Apple. Hein. Ouais, non, moi je suis grave bullish, mais je pense que le timing est pas forcément le meilleur. Je pense que ils auraient peut-être dû garder cette feature et attendre que le prochain bull market éventuel arrive, et là tu sors ta feature et c'est fini, tu vois. Bah, le truc, c'est que si tu le sors maintenant, t'as peut-être des entreprises qui peuvent déjà commencer à build par-dessus. Et puis, vu que de toute façon, c'est un peu dans le silence aujourd'hui, ça fait pas la presse en fait. Et demain, bam, ça explose. Les entreprises, elles sont déjà entre guillemets prêtes. Moi, je le vois comme ça. Après, est-ce qu'il y aura un nouveau bull? On ne sait pas. Est-ce que ça sera dans 10 ans peut-être? 3 mois? On ne sait pas. Non. Mais bon, c'est assez des signaux forts quand même, hein, parce que la tech américaine qui se lance là-dessus, c'est quand même. Chaque semaine, on a des trucs à raconter sur des grosses marques qui arrivent, quoi. En parlant de grosses marques, Walmart, c'est plus dans le métaverse. En fait, ils ont lancé sur Roblox. Donc, c'est un concurrent de Decentraland et Sandbox, qui sont un peu les métaverses phares qui existent dans l'écosystème. Après, Roblox, c'est moins identifié blockchain quand même. Hein. Non, mais ils se veulent quand même métaverse de par la façon dont cette plateforme elle est construite, parce que tu peux construire dans ce jeu-là en fait. Dans ce jeu, tu peux construire des trucs par-dessus, donc ils se veulent plus, voilà. Et ils ont créé justement Walmart, ce qu'ils appellent le Walmart Land, et en fait c'est justement un espèce de parc d'attractions avec des expériences un peu immersives, voilà. Donc demain tu mettras tes enfants dans Walmart Land quand ils seront un peu plus grands. Au lieu de les mettre non mais ils ont des gros trucs, il y a des gros intéressants d'ailleurs, ça va te faire rire. Il y a un premier concert qui est prévu en octobre et qui s'appelle Electric Fest. Devine, il y a qui il y a un artiste connu. Hein. Donc on parle d'un truc électro? Non. Tu te souviens la dernière fois quand on était au bar et qu'il y avait plein de ouais, mais je sais plus le nom du truc. Youngblood. Le mec qui fait un peu de pop. Youngblood et Walmart. Yes. Ouais, ils ont voilà, c'est en fait, je pense qu'ils touchent une génération. Ouais, c'est grâce ça, à cet artiste-là, et c'est cette génération-là qui est potentiellement sur Roblox. Donc concert de Youngblood dans ce métaverse, donc dans ce jeu-là. Et ils ont fait des partenariats avec Jurassic aussi, donc ils commencent à faire des jeux dans ce métaverse-là où les gens peuvent gagner des coins, enfin les utilisateurs peuvent gagner des coins que tu peux échanger contre des biens dématérialisés, etc. Donc ils se lancent à fond, Walmart Land, un peu comme Carrefour qui a acheté un terrain sur Sandbox. Il y a quelques mois, où il n'y a pas vraiment de projet aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus. Walmart, eux, ils se lancent vraiment plus sur l'expérience immersive directement dans un jeu, et donc du coup là, de faire connaître un peu la marque et montrer qu'ils innovent. Le design n'est pas dégueu. Hein. Non, d'ailleurs Roblox, le design, je trouve qu'il est un peu mieux quand même que les autres. Ouais, c'est pas un truc pixelisé. Ouais. Je sais pas qui aime ça. Mais bon, après c'est subjectif tous ces trucs-là. Mais bon. Intéressant. Le move de Walmart. Et BlackRock. BlackRock, pour revenir un peu sur le truc un peu des gros. En fait, le plus gros fonds du monde, donc BlackRock, ils ont créé 2 ETF. Un métaverse, un NFT. Ok. Bam. Cool. Allez, on y va. Investissement, c'est parti. Et donc du coup, ça facilite des personnes qui sont pas spécialement dans l'écosystème d'acheter un package ou comment tu peux appeler ça, un ETF quoi. Ouais, après, juste un pour ETF, expliquer un peu le truc. Un ETF, c'est un groupe d'actions en fait. Au lieu d'acheter du Apple, vous achetez un ETF. Dedans, il y a Apple, Amazon, Google, des experts qui vous ont présélectionné plein de titres, d'entreprises qui vont bien avec la thématique. Donc par exemple, si c'est une thématique métavers, j'imagine que dans l'ETF, tu vas retrouver toutes les boîtes qui bossent sur le métavers et qui sont cotées en bourse. Du coup, j'imagine que dedans, tu vas pas retrouver des Decentraland et des trucs comme ça qui sont je pense pas forcément cotés. Mais tu vas retrouver peut-être plein d'entreprises d'infrastructure qui bossent en fait derrière les coulisses pour le métavers et qui sont directement dépendantes du succès potentiel du métavers. Et que personne connaît entre guillemets, mais vu que c'est dans un package, voilà. Ouais. Et pareil pour le NFT, t'as plus besoin, enfin si t'es un investisseur qui a pas le temps d'aller diguer les projets, d'aller suivre les articles, etc. Ben tu achètes un ETF et entre guillemets ça te fait un espèce de pool qui te certifie pas spécialement de gagner de l'argent, mais au moins tu sais que voilà t'es un peu dans la moyenne, donc tu investis sur plusieurs entreprises ou collections en même temps.
Il y a 2 petits trucs, je sais pas si t'as vu cette semaine, Azuki il a été délisté. Ouais, j'ai vu ça rapidement. C'était un bug, je crois. Bon, après, c'est tombé sur Azuki, c'est con parce que. Franchement, c'est le karma ou je sais pas. En fait, ils se prennent des coups de marteau à chaque fois. Et en fait, les gens ils se sont dit, mais fuck, il s'est passé quoi là? J'ai plus de Azuki, il a disparu complètement d'OpenSea, ils sont fait ban. Non, mais en fait, juste un bug. Mais c'est tombé sur Azuki, c'est ça qui est ouf. C'est silencieux en ce moment, je trouve, chez les grosses collections. Ouais, ils parlent pas beaucoup. Bah, à part. Non, même pas en fait. J'allais dire Doodles, mais ils ont. À part. Ouais, il y a eu leur levée en début de mois. Non, par contre, je sais pas si t'as vu, mais OpenSea, j'ai l'impression qu'ils ont un nouveau CM parce qu'ils postent tout le temps. Genre, vraiment, ils postent non, j'ai pas tout capté le temps. Ça. Moi, j'ai pas vraiment, le mec. En plus, il poste des trucs un peu drôles, tu vois. Genre, enfin, on n'avait pas spécialement vu. Mais vraiment, il y a eu un avant-après OpenSea, hein, depuis que Magic Eden a commencé à prendre des parts de marché, hein, concrètement. J'ai l'impression OpenSea déjà il développe, comme tu disais au début du pod, la plateforme elle change. En fait, d'une semaine à une autre, t'as des nouvelles features, t'as un launchpad, etc. T'as vu le logo même, il a changé. Il y a un petit éclair au milieu d'OpenSea. Pourquoi il y a un éclair? Je sais pas. J'ai pas vu passer l'info. Je l'ai pas cherché non plus. C'est pas de la pub, genre parce que je vois qu'il y a Bowie Unchained. Ah bah voilà. Qui est sur leur homepage, donc je pense que c'est sponsorisé par Bowie Unchained. Ah bah voilà, David Bowie. C'est ça, hein, c'est ça. Hein. Ok. Bah voilà. Donc du coup, ils font même de la pub sur leur logo. Ok. Faudrait diguer Bowie. Je pense que la semaine prochaine, on en parlera si on y pense. Mais je l'ai vu dans les whales, non? Parce qu'il avait, genre dans les années 90 ou 80, je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais il a fait un truc qui ressemble au système de royalties des NFT aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'y pencher parce qu'il a été hyper précurseur dans les business modèles potentiels de la musique. Ok. Bah, de toute façon, hein, j'en parlais aussi aujourd'hui avec des gens, la musique, il y a un vrai terrain. Il y a un vrai terrain de jeu. Ouais, les gros labels commencent à s'y mettre. Les royalties. Ouais. Les Universal, les Warner commencent à vraiment accélérer le pas sur ce sujet-là. D'ailleurs, sur la newsletter, on vous parle justement d'un projet qui va être minté cette semaine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Supporté par par Warner. Ouais. Et la musique, je pense que dans les mois à venir ou dans les années à venir, c'est sûr, il y aura un vrai changement, quoi. Enfin, elle va être encore disruptée. Avec le streaming, elle a été disruptée complètement. Là, avec le Web3, il y aura encore un nouveau business model. Mais bon, ouais. Et j'ai vu aussi un autre truc passer sur un tweet, un mec qui s'est plaint de Rug Radio. Tu sais, Rug Radio de Farok. De Farok. En fait, Rug Radio charge 5 Ethers les 30 minutes de Spaces. Donc voilà, ils ont un space toutes les semaines et tu peux postuler entre guillemets pour avoir ta publicité sur le space. Donc il faut savoir que Rug Radio c'est vraiment un des médias phares dans le Web3, supporté par Farok. Il y a vraiment tous les gros du milieu qui passent chez Rug Radio, notamment Sora aussi est passé récemment. Et donc du coup en fait ça coûte c'est 5 Ethers les 30 minutes, mais c'est un média décentralisé. C'est la communauté qui a voté pour les 5 Ethers. C'est la communauté vraiment qui choisit. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment le premier média décentralisé avec il y a une DAO en fait derrière. Donc c'est intéressant. En tout cas voilà, c'est 5 Ethers les 30 minutes de Spaces. Ça fait voilà. Putain, c'est ouf. Ouais, bah après tu fais jouer ta notoriété et tu builds on top. Ouais. Il y a une exposition vraiment de dingue derrière. Et puis c'est un badge entre guillemets de qualité parce que les gens, et du coup c'est très, enfin les projets, t'as pas n'importe qui, t'as pas n'importe qui va là-bas. Hein. C'est vraiment des projets qui sont présélectionnés. C'est un peu voilà le premium de ce qui existe aujourd'hui et c'est intéressant. Puis Farok, c'est un bon gars. Franchement, il explique bien les choses. Il est assez ouvert, transparent. Il a répondu à ce type-là d'ailleurs en disant, en expliquant pourquoi c'est 5. Il met beaucoup de dynamisme aussi dans le milieu, quoi. Il est très enthousiaste, toujours très énergique. Non, c'est bien d'avoir un mec comme ça. Assez cool. De toute façon, il faut de tout, tu vois. C'est un peu, tu vois, l'autre face du yin et du yang de Punk 65-29, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est un peu plus carré, lui. Mais bon, on va le suivre le cours. Voilà pour la semaine. Ok, de cool. Mon côté. Eh ben, c'était trop chouette. Écoute, moi, c'est tout de mon côté. Rien d'autre à rajouter. Épisode qu'on a voulu faire un peu plus dense, mais c'est pas trop le cas. Mais c'est pas grave. Il y avait plein d'infos intéressantes. Et ben écoute, on se reparle la semaine prochaine avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à aller sur notre nouvelle newsletter que vous pouvez retrouver sur Substack, donc Mint and Drink.
Et voilà, à très bientôt. À bientôt, salut Paul. Salut. Ciao.